Donc, mesdames les secrétaires perpétuelles, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, mesdames et messieurs, notre colloque d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des 350 ans de l'Académie des sciences. Le sujet est celui de la microscopie à super résolution et particulièrement bien adapté à cet événement. Après plus de 3 siècles d'amélioration continue des microscopes, les recherches récentes ont conduit à une véritable révolution dans ce domaine, avec des gains extraordinaires en termes de pouvoir de résolution. C'est la révolution de la résolution. La limite de diffraction, qui semblait infranchissable, est désormais dépassée, avec des applications spectaculaires dans le domaine de la biologie. Let me now shift to English, so since this colloquium will be held in this language. I indicated in my introduction that after more than 3 centuries of improvements in microscopy, a true revolution has taken place in terms of the resolving power. The diffraction limit, which seemed to determine the performance, is now broken, and this has led to spectacular applications in biology. Antoine Triller and Jacques Prost, who organized this colloquium, will introduce this topic with further detail. As I am in charge of the heavy duty of keeping us on time, let me just remind the speakers that their talks are limited to 30 minutes. In distinction with the diffraction barrier, this is a hard limit that I hope you will not break. But if you do, I'll ring this little bell gently and ask you to conclude. So, Antoine Triller, it is your turn, or perhaps Jacques Prost first. Well, I'll be very brief. I will just say a few words. Measuring small displacements with lights has been floating around for a long time, and now the world record is probably the detection of gravitational waves, where you can measure the motion of a mirror of the size of 1,000 smaller than the size of a proton over a 4-kilometer span. So this is really something very spectacular. On a more modest scale, in the 70s or late 60s, we were already able to measure the thickness of phospholipidic membranes to be around 4.2, 4.3 nanometers. But that was with interferometric techniques, which are coherent techniques, and for which you can gain a lot. It was not obvious how you could do for point source detection. And Heisenberg principle tells you that if you want to locate a particle with light, you will not do better than the wavelengths of light. I mean, with some factor, and we learned, when I was at school, I learned it was 1.22 lambda over 2n sinus u, and it was u, not alpha. and I learned that stupidly, because I thought it would be true. And Abbe would say it's not 1.22, it's 1. And that was God's word. And it turns out this is true if we have one photon. If you have one single photon, that is true. But now if you do the experiment a large number of times, and if your object didn't move during that time, and that you know beforehand that it's a point object, then by accumulating this data, you can locate the same object with an accuracy which will be square root of the number of times you've been doing the measurement. And so if you have 1 million photons, which is something which you can achieve nowadays fairly easily, now you can locate with micron divided by 10 to the 3, it's nanometer size. And that's what it's all about. And in a sense, I've done experiments with colleagues on molecular motion on one guy. It's easy to understand, and it's somewhat easy to do.
But now how do you construct an image out of that? And how do you manage to have only point sources that you recombine to make an image? That's a whole challenge, and that's what we're going to hear about today. And Antoine, give you the stage. I will give a little talk in French. You will forgive me for this foreign language, but I will feel more safe, if I can say so. So, le cadre classique de la biologie cellulaire est maintenant bouleversé par la mise en œuvre des nouvelles techniques d'imagerie super résolutive. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais insister. Comme souligné par Jacques, la résolution spatiale imposée par la loi de l'optique est franchie maintenant, et on est descendu vers 15-30 nanomètres, voire mieux, comme souligné à l'instant. On pénètre donc dans un nouveau territoire entre ce qui était détecté, je dirais, en microscopie électronique et vu en microscopie optique. Il y a eu quelques avancées très importantes ces dernières années. Je voudrais souligner celle de Stefan Hell, qui a mis au point une microscopie par déplétion de fluorescence, et ce qui a permis de briser cette barrière avec des techniques optiques, je dirais, entre guillemets, plus traditionnelles. Et puis, d'autres stratégies astucieuses ont été mises en œuvre à la suite des travaux de Michel Orit sur la détection de molécules uniques, entre autres par Betzig et Xiaowei Zhang, en visualisant des photons provenant d'une seule source avec une très grande précision de l'ordre de 10-20 nanomètres. On obtient alors des images à très haute résolution, et ceci a conduit à repenser radicalement la compréhension que l'on avait de nombreux phénomènes biologiques. Il est maintenant possible d'observer des phénomènes moléculaires en temps réel dans des cellules vivantes. C'est une véritable biologie mésoscopique où sont révélées entre, je dirais, 10 nanomètres et quelques microns des nouvelles propriétés des systèmes vivants propres à cette échelle. On est vraiment rentré dans une boîte noire qui était pas prévue, je dirais. Au début des années 2000, en collaboration avec Maxime, qui est ici, alors physicien à l'école normale, puis maintenant à Curie, nous avions développé pour l'étude des synapses l'utilisation des boîtes quantiques avec lesquelles on pouvait suivre individuellement et analyser les mouvements des récepteurs. Au-delà de la biologie et de la physiologie nerveuse, ces mouvements reflètent la dynamique des assemblages multimoléculaires qu'ils forment et dont la régulation est une des clés de la plasticité synaptique. C'est des travaux sur lesquels on a développé avec Daniel Choquet depuis plusieurs années maintenant. Cette approche mésoscopique axée sur la dynamique des molécules constitutives du vivant rend nécessaire le développement de nouveaux outils théoriques pour intégrer les effets coopératifs entre les assemblages moléculaires et pour faire le saut d'échelle entre le comportement de molécules individuelles et celui d'assemblées de dizaines, de centaines, voire de milliers de molécules. Bien entendu, ces cinétiques moléculaires doivent être réconciliées avec les phénomènes biologiques. Et ceci est rendu maintenant possible grâce aux approches super résolutives dont vous allez entendre parler bientôt, qui donnent accès aux phénomènes cachés dans des statistiques convoluées des systèmes à grand nombre de molécules. Il s'agit là d'une redécouverte de la molécule dans son environnement au cœur des contraintes physiques du vivant, qui ouvre un nouveau champ de la biologie en permettant l'accès à une biologie centrée autour des fluctuations et des interactions moléculaires. La logique du symposium aujourd'hui, il y a une logique sous-jacente dans l'organisation de ce symposium, c'est d'aborder d'abord avec Michel Orit, qui a été le pionnier absolu de détection molécule unique. Il va aborder des nouvelles stratégies d'augmentation des pouvoirs résolutifs en se basant en particulier sur les propriétés plasmoniques des interactions chimiques. Et là, on peut encore augmenter la résolution telle qu'elle a été postulée. La deuxième intervention qui sera faite par Naren Karedla, qui remplace Jörg Anderlein, qui malheureusement est resté à Göttingen parce qu'il était malade, va nous faire part des avancées récentes en microscopie de super résolution sur un point que vous allez voir qui est assez original, qui est un tout petit peu différent de ce qui est proposé par ailleurs. Enfin, on va aborder une question de biologie cellulaire qui est celle
des pores nucléaires et de l'architecture moléculaire des pores nucléaires avec des techniques de microscopie super résolutive tridimensionnelle. Et cette partie sera développée par Jan Ellenberg. Et enfin, on va aborder avec Maxime Dahan un point que je considère comme très important, qui est la possibilité d'accéder aux interactions moléculaires et ce que j'appelais à une époque la chimie in cellulo, en utilisant ces techniques d'imagerie moléculaire.